Merci. Je vais commencer aussi par vous remercier pour cette invitation, remercier la Fondation Godmer et remercier Thierry Davila. Je suis d'autant plus heureuse. Est-ce que je me sers du micro? Oui, je l'ai mis aussi. D'autant plus heureuse de voir effectivement les carnets de Philippe Thomas au milieu de tous les auteurs qu'il a lus, cités et presque réécrits parfois. Donc ça fait évidemment sens. Je remercie aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier, Claire Murus, qui est l'ayant droit de Philippe Thomas, et Didier Schulman, le directeur de la bibliothèque Kandinsky, qui m'autorise à vous montrer des images aujourd'hui d'autres carnets qui sont conservés à la bibliothèque Kandinsky, donc au Centre Pompidou à Paris. Bon, alors j'avais prévu quand même de vous présenter un peu Philippe Thomas, parce que même si je pense que la moitié de la salle connaît aussi bien que moi Philippe Thomas, c'est toujours difficile de parler de carnet et du travail de quelqu'un quand on ne le connaît pas. Donc simplement pour rappeler que c'est un artiste français, qu'il est né en 1951, qu'il a été actif entre la fin de l'année 1976 et 1995 jusqu'à son décès du sida, donc en 1995. Et peut-être que le plus simple finalement en général pour parler de Philippe Thomas, c'est de lui laisser la parole. Et donc, je vous cite cette phrase régulièrement citée pour parler de son travail qu'il a rédigé, publié en 1990, et qui disait « Imaginez qu'un auteur, pour s'exprimer de façon originale, entreprenne de construire une fiction qu'il voudrait inscrire dans la réalité du monde, au lieu de la tenir réservée dans un livre ou un tableau. S'il décide d'attribuer sa qualité d'auteur à d'autres qui, à ce titre, deviendront des acteurs, sinon des personnages. » Et en fait, c'est tout le projet de Philippe Thomas qui s'inscrit à travers ces quelques lignes, c'est-à-dire l'idée qui est celle d'abord de questionner l'autorité autoriale d'une œuvre, de questionner tout simplement le lien qui unit une œuvre à son auteur. Et c'est un questionnement qui va devenir le prétexte d'une fiction qu'il met en place en 1981 et dont on verra qu'on a même des traces bien avant 1981. Une fiction donc qui va mettre en scène sa propre disparition en tant qu'auteur. Et pour ce faire, il va imaginer un procédé, ou on peut même l'appeler un protocole, par lequel il demande tout simplement au collectionneur de signer l'œuvre qu'il acquiert à sa place, et par là d'assumer la responsabilité auctoriale de l'œuvre. Et de cette manière, avec ce geste, tout simplement, le collectionneur signataire devient artiste de l'histoire de l'art, et puis devient aussi personnage de la fiction de Philippe Thomas, tout autant que Philippe Thomas disparaît lui-même dans la signature de ses œuvres, et dans les cartels en tout cas de ses œuvres. Donc la question vraiment derrière ce protocole, c'est de savoir qui est l'auteur. Est-ce que l'auteur est simplement celui qui signe? Autre rappel, simplement, donc son travail est divisé ou divisable en plusieurs phases. Je vais aller très vite, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Philippe Thomas, mais donc une phase qu'on pourrait dire une phase préparatoire de 76 à 80, où il partage son activité entre l'écriture de poèmes visuels et des peintures faites à partir de bandes de sparadrap, dont on n'a aucune image puisqu'on n'en a aucune conservée en état. Deux travaux qui vont mener à une autre œuvre très importante qui s'appelle Abbé, et qui va être elle-même fondatrice de la prochaine phase, qui sera donc une phase qui s'étend de 80 à 85, qui constitue en fait le développement de la jeunesse théorique de son œuvre, et qui est principalement constituée de travaux plutôt textuels, ou en tout cas avec une esthétique très conceptuelle à l'époque. C'est aussi une période où il se rapproche de Claude Ruteau, qui est aussi exposé à la Fondation Godmer en ce moment. Il se rapproche aussi de Jean-François Brun et Dominique Pasqualini, qui sont deux artistes de sa génération, et avec lesquels il va créer le groupe IFP, Information, Fiction, Publicité, dès 1983, mais pour quitter IFP dès 1985. Et donc, le départ d'IFP va ouvrir à une nouvelle phase, qui est souvent traditionnellement considérée comme le début concret de la fiction, avec la réalisation de cette œuvre-là, qui s'appelle Sujet à discrétion, qui est une œuvre manifeste, et puis la réalisation également de l'exposition Fictionnalisme, une pièce à conviction, qui se déroule à la Galerie Clair-Russe à la fin de l'année 85, et qui va rassembler ces 7 premiers collectionneurs signataires, donc les 7 fictionnalistes qui deviennent artistes, membres de
du mouvement fictif donc, que Philippe Thomas imagine, qui s'appelle le fictionnalisme. Assez rapidement, en fait, dès 1987, il va clore la période fictionnaliste et il va ouvrir l'agence Ready Made Belong to Everyone, où les Ready Made appartiennent à tout le monde, une agence qu'il va ouvrir d'abord à New York, puis à Paris, et qu'il va développer à travers un certain nombre de projets jusqu'en 1993, date officielle de sa fermeture à New York, et même 1994, année pendant laquelle il réalisera un certain nombre d'événements qui concluront en fait cette phase de l'agence. Agence qui d'ailleurs aujourd'hui est conservée sous la forme d'une installation ici à Genève au MAMCO. Voilà, donc pour un résumé très schématique de la carrière de Philippe Thomas, donc de 1976 à 1995, c'est vraiment en tout cas un travail qui va multiplier les supports, autant artistiques que littéraires, qui va utiliser tous les médiums à sa disposition de manière à vraiment expérimenter l'ensemble des possibilités que lui offre le langage. Et de fait, le travail de Philippe Thomas est un travail très concentré sur le langage et sur l'expérimentation du langage, qui renvoie à une conception de l'art comme un processus de recherche et qui par là va obliger à considérer l'art comme une activité qui excède la notion seule d'œuvre d'art, c'est-à-dire prendre en compte aussi les marges et le hors-champ de l'œuvre, donc prendre en compte autant le paratexte que le texte, et prendre en compte ce qui est habituellement considéré comme les productions secondaires des artistes, c'est-à-dire la documentation, la réflexion théorique, mais qui sont chez Philippe Thomas pleinement inscrites dans sa pratique. C'est donc évident à quel point les carnets deviennent importants dans cette étude de l'œuvre de Philippe Thomas et les archives de manière générale. Un dernier mot pour résumer la pensée de Philippe Thomas. Donc, Thierry Davila le disait en introduction, c'est en fait quelqu'un qui n'a pas de formation artistique mais qui a une formation littéraire et philosophique et qui va choisir en 1976 d'investir le champ et le domaine des arts plastiques pour expérimenter sa pensée. Et c'est un point de départ qui va être important pour lui et qui va être fortement influencé donc, par toute sa formation, les théories du langage, les théories de l'énonciation, le développement de la philosophie analytique, de la pragmatique, de la narratologie, des théories de la fiction, etc. Et évidemment aussi influencé pas seulement par les théories mais aussi par les usages qu'en ont fait les écrivains et les artistes depuis le début du XXe siècle et même avant. Et donc c'est bien en conséquence de ces influences que Philippe Thomas va postuler au départ de sa pratique l'idée que le contexte d'énonciation prime sur l'énoncé et établir un parallèle avec la situation artistique en considérant que le contexte de présentation de l'œuvre va finalement être plus important ou au moins aussi important que l'objet en lui-même. Et donc dès 1980, il va aller vers cette idée d'affirmer une dimension discursive et une valeur événementielle propre à l'œuvre d'art qui doit être expérimentée et qui doit être questionnée. Il va donc penser le fait artistique comme un discours et par là comme un acte de langage intersubjectif, et c'est ce qui le conduira, évidemment, comme cela a conduit avant d'autres théories du langage à le faire, à contester le caractère central de l'auteur à l'épreuve, le caractère central de l'auteur dans l'interprétation de l'œuvre. Et donc de 1976 à 1995, il va chercher à mettre à l'épreuve toutes ces hypothèses dans le champ des arts plastiques. Et c'est exactement, on va le voir, ce qu'on observe à la lecture des carnets. Donc voilà, c'est un résumé très schématique, mais en fait c'est le point de départ, moi aussi, de la recherche que j'ai faite dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et le point de départ a bien été l'étude des archives, l'étude des carnets et l'étude de la bibliothèque de Philippe Thomas, afin de mener une critique génétique et comprendre vraiment la genèse intellectuelle de son œuvre et comprendre aussi sa méthodologie de travail à travers ces archives. Alors, je disais donc être partie du fonds Philippe Thomas. Il faut savoir que le fonds Philippe Thomas sont donc les archives personnelles de l'artiste qui contiennent donc, et renferment les carnets dont certains exemplaires sont exposés ici. C'est un fonds d'archives en fait, qui a été constitué et classé par Philippe Thomas lui-même, qui a été conservé depuis son décès par son compagnon Benoît Daubert et qui a ensuite été transféré en janvier 2011 à la bibliothèque Kandinsky.
qui est donc la bibliothèque de recherche du Centre Pompidou. C'est dans ce cadre-là, et avec l'encadrement évidemment des personnes documentalistes de la bibliothèque Kandinsky, que j'ai fait un inventaire entre 2011 et 2013. Et là, je vous ai juste mis pour information donc, la page d'accueil du site de la bibliothèque Kandinsky quand vous cherchez le fonds Philippe Thomas. Et vous avez tout l'inventaire qui est en ligne de manière très détaillée. C'est donc un fonds multi-support en fait, c'est-à-dire qu'il comprend autant des travaux photographiques que des documents qui vont relever de la catégorie des imprimés et des archives audiovisuelles. C'est un fonds qui traite de toutes les périodes de l'œuvre de Philippe Thomas depuis plutôt 1977 jusqu'à 1995, même si l'essentiel du fonds concerne l'œuvre après 85. Donc pour le détail, à son arrivée à la bibliothèque Kandinsky, le fonds c'était 25 boîtes à photos, 3 cartons, des dessins, 21 carnets de notes, 46 bandes vidéo et 8 cassettes audio. Philippe Thomas il avait classé globalement ses archives par support et ensuite par projet, ce qui permet vraiment de comprendre aussi, quand on a le premier inventaire entre les mains, de comprendre comment il organisait sa pensée et comment il pensait et il structurait son œuvre. Une fois classé, le fonds Philippe Thomas, c'est donc plus que 39 boîtes d'archivage, donc 4 boîtes contiennent des œuvres inédites sur papier, 3 boîtes grand format et les archives audiovisuelles qui ont été quand même divisées presque par 2, puisqu'il y avait un certain nombre de doublons. Voilà, c'est donc des informations que vous pouvez retrouver assez facilement sur le site. L'idée du classement du fonds à la bibliothèque a été de respecter au maximum donc, le classement de Philippe Thomas, qui est un classement qu'il avait établi lui-même a priori en 1994, date à laquelle il a trié, rangé, organisé tous les documents relatifs à son œuvre suite à la fermeture de l'agence Les Ready-Made appartiennent à tout le monde. La même année d'ailleurs, il avait vendu les 2 tiers de sa bibliothèque personnelle, donc il était vraiment dans une idée de classement et de tri après la fermeture de l'agence. Donc on voit assez vite en fait quand on regarde le classement donc, que c'est un classement qui est avant tout utilitaire, qui a été réalisé par et pour lui-même, dont en tout cas l'agencement laisse transparaître la structure de son œuvre et met vraiment en valeur les liens qui vont exister entre les différents projets. C'est un détail qui est assez important et qui révèle beaucoup de choses sur la manière dont Philippe Thomas concevait et construisait son œuvre, et qu'on va retrouver en fait dans les carnets. Donc concernant les carnets, pour arriver au cœur du sujet, donc, le fonds Philippe Thomas contient 21 carnets de notes qui ont été séparés du reste des archives par l'artiste lui-même. Donc ce sont des carnets de notes écrites régulièrement entre 77 et 95. Chaque carnet est assez différent, mais globalement, ils décrivent des réflexions théoriques de l'artiste sur son œuvre globale et sur des projets particuliers. Dans les notes sont également insérés des documents entre les pages, comme souvent, des programmes de cinéma, une publicité pour une machine à écrire, des photographies, tout un tas de documents annexes. Certaines pages dans les carnets sont plus personnelles, d'autres sont même de l'ordre de l'intime. Il faut savoir que 2 carnets se distinguent parce qu'ils constituent plutôt des cahiers de brouillon, donc qui datent des années 78 et 79 quand il rédigeait ses poèmes visuels. Et en tout cas, les supports de toutes ces notes ne sont pas identiques puisqu'il y a donc des carnets à proprement parler, mais il y a aussi des albums de dessins de petite dimension, des cahiers de brouillon, un agenda ou des blocs-notes. Les prises de notes, elles semblent plutôt régulières, même si elles comportent des lacunes, comme on peut le voir sur la liste. Ces lacunes qui laissent à penser que certains carnets ont été perdus ou jetés, puisqu'on trouve parfois des notes où ils signalent, où ils parlent d'un autre carnet. Et donc, a priori, certains ont été perdus ou donc jetés. Donc les dates se suivent en fait entre juillet 78 et avril 81, qui est une période qui correspond à 5 carnets, et aux 2 cahiers de brouillon, qui est une période où il travaille surtout sur donc ses poèmes, ses peintures, mais aussi sur l'œuvre qui s'appelle Abbé, et qui finalement se développe sur 5 carnets. Donc c'est une part importante. Ensuite, on a donc un trou entre 81 et 84, et 5 carnets reprennent la chronologie entre décembre 84 et début 87. Et puis 3 carnets correspondent à la chronologie, retracent la chronologie de janvier 88 à juin 89.
jusqu'à donc le dernier groupe de carnets qui ne se suivent pas vraiment et qui sont des notes assez irrégulières. On voit par exemple le taux 110 qui est un agenda et qui a à peu près à peine 20 pages de notés sur les 150 pages de l'agenda et qui sont des notes vraiment très irrégulières. Voilà, pour finir sur l'histoire de ces carnets, il faut savoir qu'ils n'ont jamais été ni montrés ni exposés par Philippe Thomas. Certains carnets ont été exposés pour la première fois donc en 2014 pendant la rétrospective et l'exposition remake de Feu Pâle au MAMCO à Genève. Un autre carnet avait été présenté la même année parce que j'ai organisé une exposition autour de AB à la galerie Michel Didier à Paris. Et puis donc 3 carnets sont présentés ici dans le cadre de cette exposition à la Fondation. Sur le contenu des carnets, de manière générale, seules des notes relatives à la préparation des projets sont présentes, c'est-à-dire que Philippe Thomas a finalement peu documenté ses projets une fois réalisés et a très peu parlé de la réception de ces projets. Il leur mentionne quelquefois la réception de ses expositions, où d'autres notes sont sur son ressenti, mais c'est quand même assez rare. Et ça se limite souvent à une phrase dans tout un carnet. Dans la majorité, on trouve donc plutôt des informations sur des projets en cours ou sur la préparation de projets à venir. Donc des réflexions générales, des notes de travail, des notes de lecture, des listes de choses à faire, de livres à lire, d'expositions à voir, même des listes de films à voir, et puis des listes de personnes à rencontrer, ou de temps en temps des bilans de ces rendez-vous, mais plutôt rarement. On trouve également des informations d'ordre plus personnel, comme des commentaires sur des rencontres qu'il a pu faire, des commentaires sur le travail d'un artiste, sur une exposition, encore une fois. Et puis, quelques notes aussi sont encore plus intimes et sont vraiment sur son ressenti, sur sa carrière, mais aussi sur sa vie d'artiste, donc plutôt sur son travail même, et puis quelques notes aussi sur sa vie personnelle et de très rares notes sur sa maladie. Donc évidemment plutôt à la fin de sa vie, mais il est resté globalement très discret sur sa maladie. Donc ça ne paraît pas dans les carnets. Donc je vous ai mis quelques exemples pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, à quoi ressemblaient les carnets à l'intérieur. Donc là par exemple on a un carnet avec une note datée du 18 novembre 1978 qui évoque en haut de la page une discussion qu'il a eue avec René Deniseau et Niel Toroni, qui va, donc comme il le dit, hier, discussion avec René Deniseau, avant-hier avec Niel Toroni, problème concernant la façon de montrer mon travail. Et donc ça va amener en fait à toute une réflexion sur la manière de montrer, en l'occurrence c'était ses poèmes visuels plutôt, et comment améliorer cet état de fait. Donc c'est une note qui reflète aussi l'importance qu'ont les figures tutélaires pour Philippe Thomas au début de sa carrière et qui se retrouve assez souvent dans ses premiers carnets. Je l'ai dit, on a également donc, ces 2 cahiers de brouillon dont là vous avez un exemple qui sont des essais d'écriture, des tentatives pour ces poèmes, mais on retrouve également dans les carnets, notamment pour AB, un certain nombre de notes et on peut suivre son évolution sur plusieurs carnets. Je vous montre simplement un exemple en fait, d'écriture, puisque AB est une œuvre qui va avoir plusieurs formes et qui va prendre plusieurs formes, et dont la dernière forme sera une liste d'aphorismes. Et donc là, en fait, pendant tout un carnet sur plusieurs pages, on peut suivre l'écriture et les tentatives d'écriture de ces aphorismes-là. Donc là, le 10 avril 80, c'est évidemment pas la première note sur des aphorismes d'Abbé. Il note que c'est la 2e épreuve. On retrouve la première dans le carnet, mais en l'occurrence, on voit très bien en lisant les notes qu'il manque un certain nombre de notes tout simplement, et que donc il a dû faire des essais aussi sur des feuillets à côté en dehors du carnet. Et donc on a une première version définitive qui sera celle qu'on retrouvera de manière tapuscrite sur une feuille blanche de papier. En l'occurrence, dans ces notes de cette période-là, fin des années 70, début des années 80, on sent que Philippe Thomas n'est pas encore très sûr de lui et de son travail. Ce sont des notes où il s'adresse vraiment à lui-même. On a, voilà, par exemple, un exemple ici où il écrit sous le dessin d'un projet
qu'est-ce que mon point de vue, qui fait toujours réfléchir les choses dans le même sens. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent jusqu'en 1985, jusqu'à Sujet à discrétion, où il va peut-être se sentir plus sûr de lui et savoir dans quelle voie se diriger de manière plus certaine. Et en dehors, en fait, finalement, après ces 5 premiers carnets qui sont écrits jusqu'en 81, la majorité des autres notes de travail montrent plutôt l'avancée des projets ou de la réflexion globale de Philippe Thomas, qui montre aussi qu'il réfléchit vraiment par l'écriture elle-même. Là, je vous ai noté un exemple, qui est assez intéressant du point de vue visuel aussi. C'est une note en fait qui réfléchit sur la grande photographie de groupe que je vous ai montrée au tout début, qui s'appelle Autoportrait en groupe, hommage à Philippe Thomas, ou l'inverse d'ailleurs. Et donc, en fait, dans ce carnet de 1985, il y a tout un ensemble de réflexions à partir de ses lectures. Et quand tout d'un coup il réfléchit sur le projet plus précisément, il va donc séparer cette note-là de la page. Donc là on le voit dans la note en bas à gauche qui est séparée. Et il écrit par exemple, donc c'est le miroir qui serait inscrit, montré à l'intérieur de la photo. Celle-ci dénotant ce miroir qui serait comme une autre énonciation pour le discours qu'il rapporte. Donc là c'est vraiment une réflexion sur le jeu du miroir qu'il a instauré à travers la photographie de groupe. Donc c'est une distribution des notes qu'on retrouve assez souvent en fait, tout comme le fait de souligner certains mots qui sont très importants, de mettre, alors là on n'a que les images majoritairement en noir et blanc, mais on a souvent de la couleur, et quand c'est de la couleur il n'écrit pas, ou assez rarement avec un stylo couleur, mais il va utiliser un crayon de couleur et il va colorier en fait la note qu'il a écrite pour montrer son importance ou pour un titre ou autre. Et dans les pages suivantes, donc je le disais, c'est toute une réflexion à partir de ces lectures. Dans les pages suivantes, donc on a un certain nombre de citations plus ou moins longues qu'il va recopier. Donc là, c'est un exemple d'un ouvrage de Gérard Genette qui s'appelle Figure 3, où il recopie donc tout ce passage. Là, on a de la chance parce qu'on a le nom de l'auteur, on a le titre de l'œuvre et puis on a même la page. C'est assez rare. En général, on a rarement la page et puis on a quelquefois pas le titre de l'ouvrage et on a même quelquefois des notes un peu mystères où on n'a ni auteur, ni titre, ni rien du tout. Donc là, c'est éventuellement à nous, lecteurs, de déchiffrer la citation. Et puis enfin un autre exemple donc pour les notes de lecture, là c'est plutôt rare en fait, il a carrément collé un extrait du traître du héros qui est extrait donc de fiction de Borges, et puis il l'a souligné, il a annoté dans la marge quelques pensées. Donc ça c'est toujours lié à l'exposition fictionnalisme et à cette œuvre sur de l'autoportrait en groupe. Alors, j'ai dit que les notes se partageaient entre des réflexions sur son travail global et des projets précis. En fait, il faut savoir que la plupart de ces lectures vont dater en fait, de la période 1978-1982, qui correspond finalement à une période de fondement théorique pour lui, et que jusqu'à 1986, il va vraiment servir de ces carnets pour penser son travail global, du type « qu'est-ce que c'est finalement mon art et quelle est ma pratique ?» Et c'est après 85, comme je le disais, qu'il donne l'impression qu'il sait plus clairement ce qu'il veut faire et que les carnets vont porter sur des projets beaucoup plus précis. Je vais vous montrer un exemple, là je vous ai juste mis les références. Donc un exemple en fait tout simplement avec... donc, ici vous avez la structure et le plan pour une conférence qu'il allait donner à un colloque de Genève. Qui était donc en février 1990, 1989, oui, voilà. Et donc, on a comme ça, c'est la seule archive qu'on a sur ce colloque-là, parce qu'on n'a pas retrouvé l'enregistrement ou les transcriptions, et il n'y a rien d'autre dans les notes de Philippe Thomas, mais on a vraiment toute la structure de sa conférence qui est assez importante, puisque ça transcrit vraiment la structure de son œuvre aussi dans la manière où il l'a construite. C'est-à-dire, quand il écrit « Choisir les moments clés »,« Fictionnalisme »,« Jacques Salomon et Dolce Diré »,« L'agence », ce sont 3 moments importants pour lui
qui sont en fait comme des chapitres finalement de sa fiction. Voilà, ce sont quelques exemples pour vous donner un peu une idée du contenu et de la manière dont s'organisent les carnets. Dans tous les cas, comme pour toute archive, évidemment, ce sont des notes qui sont lacunaires et qui ne peuvent pas être l'unique source. Il faut croiser avec le reste des archives, croiser avec les traces qu'on trouve dans les œuvres, pour ne serait-ce qu'établir la liste de ses lectures ou de ses rencontres ou la genèse de ses œuvres. Mais donc, outre le contenu, donc on a brièvement décrit la forme de certains carnets. C'est un élément qui est assez important, puisque dans la majorité des carnets, la qualité de l'écriture et la propreté des notes sont vraiment impressionnantes. Philippe Thomas avait une écriture très soignée, comme on le voit ici, assez ronde, assez scolaire, presque une écriture qui laisse transparaître le fait qu'il a été professeur de secondaire. Et donc les carnets n'ont que peu de ratures, voire certains carnets n'ont aucune rature. Et lorsqu'ils se trompent, en général, ils préfèrent coller un morceau de papier avec du scotch ou de la colle pour corriger le texte qui était caché. Ce qui commence évidemment à poser un certain nombre de problèmes de conservation, puisque les carnets sont à ces endroits-là avec des grosses traces jaunes et surtout les morceaux de papier se décollent et peuvent être éventuellement perdus. Dans les archives, il faut savoir aussi qu'il y a un certain nombre de notes de travail et de notes de lecture qui sont sur des feuillets mobiles, dont la majorité date plutôt des années 1980-82, et pour lesquelles l'écriture, je ne sais pas si je vous ai mis un exemple, oui, qui est un peu flou, je suis désolée, mais l'écriture ici est quand même assez soignée. Elle est un tout petit peu moins que dans les carnets, on sent on est vraiment dans le cadre de notes de travail. Et en tout cas, cela peut laisser supposer que les notes des carnets ne sont pas des notes de travail directes ou premières, c'est-à-dire non pas nécessairement qu'il va recopier les notes trop propres dans les carnets, mais en tout cas qu'il commence par ses notes et ses brouillons sur des feuilles mobiles et que les carnets sont réservés à une réflexion qu'il se fait à lui-même au fur et à mesure. Voilà. Donc ce que j'ai décrit, comme je l'ai dit, concerne la majorité des carnets, mais pas l'entièreté, puisqu'on a 5 carnets qui possèdent des contenus différents. Alors je l'ai dit avec l'exemple des 2 cahiers de brouillon de 1978-79. Et puis il y a 3 carnets qui sont un peu différents. Là vous avez un exemple donc, d'un carnet qui date de début 86, qui est en fait un scénario qu'il avait rédigé à partir de la vidéo du vernissage de l'exposition Fictionnalisme, qui était en fait un projet de film qui lui aurait permis de poursuivre l'édition qu'il avait déjà sortie pour l'expo Fictionnalisme, qui est finalement un projet qui n'aboutira pas, mais qui est intéressant aussi dans sa manière et dans le contenu en lui-même. Un autre carnet qui est un peu à part, c'est un carnet donc, qui date de 1986, qui est en fait un carnet rédigé entre fin 86 et 87, qui concerne en fait ces différents voyages qu'il a fait à New York pendant cette année-là pour préparer les expositions et notamment l'ouverture de l'agence à la fin de l'année 1987. Et qui sont en fait des notes qui sont beaucoup plus intimes, qui associent presque systématiquement une photographie et une page de notes, et qui sont plus intimes et plus de l'ordre du ressenti sur ces rencontres aussi très personnelles, mais qui est aussi liée à une période qui était assez difficile, donc qui constitue plus un journal intime de voyage. Et puis le dernier carnet différent, c'est un carnet qui n'est pas daté, que je n'ai en tout cas pas réussi à dater, qui est un carnet sur la musique. Alors, c'est un carnet avec seulement une trentaine de pages où en fait il fait la liste de 9 chansons qu'il a écoutées et quelques réflexions donc, qui mettent en rapport la musique et son travail tout simplement, qui serait aussi intéressant à dépouiller pour prolonger l'étude des sources de Philippe Thomas. Voilà, donc ça c'était une présentation aussi, j'espère, assez complète des carnets pour ma part, donc pour aller plus en avant dans l'analyse de ces carnets. L'objectif en les étudiants était bien de comprendre la genèse de l'œuvre de Philippe Thomas, de connaître les sources de son œuvre, mais aussi de connaître les usages qu'il a pu en faire,
et de comprendre comment son œuvre se construit dans une articulation avec sa théorisation. Donc l'objet est bien de mener une critique génétique et donc d'étudier l'œuvre d'après ses documents de travail et d'élucider les processus qui vont présider à sa conception et s'intéresser à la jeunesse d'une œuvre en train de se faire. Alors ça a permis un certain nombre de choses, ça permet de corriger des informations qui étaient erronées jusque-là concernant Philippe Thomas, ça permet de retrouver surtout beaucoup d'informations qui n'étaient pas encore connues. Ça m'a permis par exemple, alors je ne vais pas vous le détailler ici, mais ça a permis en fait de reconstruire une œuvre, donc l'œuvre Abbé, qui est une œuvre très importante, qu'il a développée entre 78 et 80 et qui était quasiment inconnue parce qu'elle a été développée dans un cadre très confidentiel et surtout comme il s'agissait d'une installation in situ, évidemment on n'a plus de traces à part quelques photographies conservées dans les archives de Philippe Thomas et surtout à part donc 5 carnets de notes pendant lesquels il décrit au jour le jour sa manière de penser Abbé et comment il évolue d'une exposition à l'autre, puisqu'il va développer Abbé pendant 6 expositions, donc comme je le disais, entre 78 et 80. Ça permet aussi de faire le lien entre Abbé, les peintures, les poèmes visuels et puis la suite de l'œuvre, notamment le manuscrit trouvé, puisque Abbé sera en fait la source pour l'écriture du manuscrit trouvé. Donc ça permet vraiment de reconstituer, de on va dire, boucher quelques trous dans la chronologie de l'œuvre, en plus donc de travailler sur les sources et sur sa manière de les analyser. De fait, ce qu'on voit dans les carnets, c'est que finalement les carnets sont comme le laboratoire de ses œuvres. Tout simplement, on sent l'évidence des allers-retours entre l'écriture chez lui et sa bibliothèque, qui confirme une relation très intime qu'il avait et qu'il a développée entre ses lectures et son écriture. Je parle assez souvent d'écriture quand je parle de construction de son projet, parce que tout simplement, tout passait par l'écriture, quel que soit le médium, il passait d'abord par l'écriture avant d'aller faire des maquettes photographiques ou des maquettes autres, ou tout type d'essai, quel que soit le type de travail. Donc ces carnets sont vraiment le laboratoire d'une œuvre où va s'observer une très forte perméabilité entre lecture et écriture, qui vont vivre en fait et qui vivent dans un dialogue perpétuel. La lecture étant comme un réservoir d'idées face à un Philippe Thomas qui est un lecteur producteur et qui n'est absolument pas un lecteur passif. Et les carnets témoignent bien de cette écriture qui est nourrie et déclenchée par la lecture. L'étude des carnets permet aussi de confronter les sources, je l'ai dit, ces références livresques, mais aussi artistiques, cinématographiques et musicales, et de comprendre ou d'estimer quelle source a pu avoir plus d'importance qu'une autre. Alors, il ne s'agit pas uniquement de retracer la généalogie de l'œuvre, mais vraiment de comprendre les conditions d'émergence et le processus par lequel il va s'approprier des idées générales, les restituer, les transformer. Et en fait, chez Philippe Thomas, on constate réellement une volonté de passer du lire au faire, qui est la base de sa pratique, en transférant un certain nombre d'idées et de concepts qui sont puisés dans ses lectures au sein de sa pratique artistique. C'est en ça que je parlais d'expérimentation du langage et d'expérimentation de ses lectures. Donc c'est une hypothèse en fait d'un passage du lire au faire qui se traduit très concrètement dans les carnets. Un passage de la lecture à l'écriture qui est d'autant plus important chez lui, puisque Philippe Thomas a développé toute une œuvre qui se fonde sur une pratique citationnelle qui va découler d'une mise en scène ou d'un questionnement de la notion d'intertextualité, qui est évidemment une notion très omniprésente à cette époque et pendant ce qu'on appelle le postmodernisme. Donc une mise en scène de l'intertextualité qu'il fera sous le couvert de la fiction et qui lui permet aussi de réfléchir sur la définition même de l'œuvre d'art et à travers elle sur la figure de l'artiste en repensant sa propre posture d'auteur. Là, je voulais vous montrer quelques exemples donc ça c'était encore Abbé. Un exemple de passage donc, de la lecture à l'écriture à travers le manuscrit trouvé qui est donc le texte, un peu le texte manifeste qu'il rédige en 1981 et qui postule en fait que finalement l'art du XXe siècle n'est qu'une chaîne infinie de citations et que l'œuvre d'art n'acquiert sa force de conviction que dans la référence. C'est une citation d'un de ses écrits de 1987. Et donc il va jouer avec les possibilités offertes par l'intertextualité et c'est dans cela, donc, comme je disais, qu'il est important de revenir assez souvent aux sources. Là, dans le manuscrit trouvé, en fait, il faut savoir que c'est un
texte de cette page qui est construit comme un tissu de citations qui sont avouées ou non, qui sont explicites ou implicites, qui sont parfois tronquées ou détournées, qui sont directes ou indirectes. Et par exemple, donc là vous avez une citation de Maurice Blanchot qui l'a détournée. Donc la citation originale de Maurice Blanchot est donc Blanchot écrivait que l'exercice de l'art nécessite que le monde où seulement il nous est donné d'user des choses se soit d'abord effondré. Et dans la version de Philippe Thomas, ça devient « Si l'art se reconnaît qu'en s'effondre le monde où seulement il nous est donné d'user des choses pour ce qu'elles sont ». On est vraiment dans une pratique transformationnelle de la citation, un peu à la manière de Georges Perec et de manière très avouée et très assumée, puisque c'est aussi une référence qui revient très régulièrement chez lui. En l'occurrence, dans le manuscrit trouvé, donc on a un ensemble de citations de Maurice Blanchot, de Jacques Derrida, de Hegel, de Heidegger, de Wittgenstein, voilà, beaucoup de choses sur ce texte qui traite en fait de la présentation de l'œuvre d'art et de ce parallèle qu'il fait avec le discours et l'acte d'énonciation. La citation n'est pas uniquement n'est pas que dans le contenu, en fait, c'est dans l'écriture même du manuscrit trouvé, elle est aussi dans sa forme, puisque le manuscrit trouvé, c'est la reprise d'un thème littéraire traditionnel, qui est donc le thème du manuscrit trouvé, qui est le thème fondateur de l'histoire de la fiction romanesque. C'est un lieu commun de la littérature classique, un procédé qui consiste à toujours présenter un récit comme issu d'un manuscrit qui aurait été trouvé, avec un avertissement au texte qui est souvent prétendument rédigé par l'éditeur, alors que c'est un artifice qui a été mis en place par l'auteur de manière à rendre le récit acceptable en indiquant l'origine matérielle à une époque où la fiction avait mauvaise réputation, donc plutôt à la période classique. Et en fait, Philippe Thomas va donc rédiger son manuscrit trouvé et va le présenter comme tel, sous la forme d'un manuscrit qu'il aurait trouvé, qui serait anonyme, finalement rédigé par un homonyme de lui-même, etc. Donc il y a tout un dispositif qui reproduit la stratégie romanesque du manuscrit trouvé. Quand il présente cette pièce-là chez Guillain-Olévéville en 1981 à Paris, il la présente donc sous cette forme, en fait, avec un avertissement qui dit « Les pages qui suivent sont la reproduction par photocopie à 50 exemplaires d'un manuscrit non signé, trouvé en février 1981. Aucune correction n'a été apportée, même si elle pouvait se justifier par des exigences de clarté et de lisibilité. La présentation est celle de l'original. » Donc c'est exactement le procédé du manuscrit trouvé. Et si jamais vous ne connaissez pas le manuscrit trouvé, vous ne savez pas d'où ça vient, eh bien tout simplement dans les carnets de Philippe Thomas, il explique très bien, avec cette note du 6 novembre 1980, où il explique donc qu'il est à New York, et il y a 4 points. Le premier, c'est rue Clavel, juin 80, un exposé de Philippe Thomas présenté par Philippe Thomas. En fait, c'était une lecture qu'il a réalisée chez Claude Ruteau, rue Clavel à Paris, où il a lu en différé en fait le texte théorique qui fonde le manuscrit trouvé. Et à cette époque-là, donc en novembre 80, il réfléchit sur la forme que peut prendre le texte théorique dans une nouvelle, donc la nouvelle forme que peut prendre le texte théorique et qui donnera le manuscrit trouvé. Et on lit précédé d'un avant-propos, suivi d'un texte en italique qui doit rapporter ce texte à une fiction sous couvert de vérité, CF, le manuscrit trouvé à Saragosse, ou la préface à Lolita, qui est la Lolita de Nabokov. Et puis, tout à la fin, il écrit « Je crois, mais il est 4h du matin que j'ai trouvé ». Et donc, c'est ce qu'il fera, et c'est encore un exemple de la manière dont il va utiliser certaines de ses sources. Je vous ai donné ici un exemple à partir d'une œuvre qui est textuelle, mais c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans ses œuvres, dans ses photographies ou dans ses installations. Ici, c'est une photographie donc, plus tardive de 1989 qui a été signée donc, selon son processus habituel par Jay Chayat, qui est un collectionneur, et en fait qui est une photographie d'un ouvrage de David Carroll sur la philosophie de Foucault, Lyotard et Derrida. Donc ça lui permettait non seulement de jouer avec ses sources et de jouer avec ses lectures, mais en plus de citer à travers David Carroll, Foucault, Lyotard et Derrida.
Et puis, comme chez Philippe Thomas, rien n'est jamais laissé au hasard. Quand vous ouvrez le livre, quand vous l'avez entre les mains, parce que c'est un ouvrage véritable, hein, évidemment, l'anecdote de l'ouvrage, c'est qu'il est dédicacé à Thomas et sa maman. Donc c'est assez drôle qu'il soit tombé sur cet ouvrage et que cette dédicace soit ici. Voilà, bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que on peut conclure. Vous avez une idée assez complète de la manière dont fonctionne et dont Philippe Thomas servait de ces carnets. Comme je disais, donc, les carnets sont vraiment un point de passage, le lieu d'une transition pour lui de la lecture à la création et de la bibliothèque à l'œuvre, tout simplement. Produire une étude génétique comme celle-ci est une question importante dans le cas de Philippe Thomas. Elle pose évidemment la question du statut des carnets, et en particulier dans la pratique de Philippe Thomas, qui est vraiment celle d'une œuvre qui va déborder ses marges et qui va se développer, donc, comme je disais, selon un dispositif fictionnel, mais un dispositif fictionnel qui donnera lieu à une fiction très englobante, qui a pour but justement de s'évader de son cadre habituel, de sortir du livre, de sortir de l'écran de cinéma et de se réaliser dans la réalité, celle du monde de l'art, avec un principe de contamination, c'est-à-dire de contamination du monde réel par la fiction et de contamination de la fiction par les effets de réel. Et c'est d'autant plus important qu'en fait tout l'appareil paratextuel de l'œuvre va se retrouver convoqué à l'intérieur de celle-ci, et cet appareil paratextuel a parfois intégré des documents d'archives, puisqu'il a parfois lui-même exposé certaines de ses archives dans des œuvres, dans des expositions. Il a notamment par exemple montré les vidéos du vernissage de l'ouverture et de la fermeture de l'agence à New York lors de la fermeture de l'agence à Paris. Donc là, ça transforme quand même le statut de ces vidéos et ça pose la question de leur statut et de savoir si on est toujours dans le cadre du document ou si on passe dans le cadre de l'œuvre, dans la manière dont il les présente. Mais par contre, à ma connaissance en tout cas, cela n'a jamais concerné les carnets, il ne les a jamais montrés. Ils sont vraiment restés dans la sphère de l'intime. Je sais même que son compagnon ne les avait jamais lus, alors qu'il les conservait. En fait, personne n'avait lu les carnets avant la préparation de la grande exposition qui a eu lieu à Barcelone et à Grenoble en 2000. Et ils sont vraiment restés dans la sphère de l'intime pour lui, et ils portent la marque d'une écriture qui ne s'adresse vraiment qu'à lui-même. Mais en tout cas, ce travail que j'ai fait en l'occurrence sur les carnets pour retrouver les sources de l'œuvre et pour comprendre sa méthode de travail s'inscrit aussi d'une certaine manière et est d'autant plus justifié dans le cadre d'un travail comme celui de Philippe Thomas qui pense l'œuvre en termes de processus plus qu'en termes d'objets réalisés. Et surtout, ce qui est important et intéressant, c'est que Philippe Thomas, il avait un grand projet tout au long de sa vie, dont il a parlé à plusieurs reprises, alors soit dans ses carnets, soit dans d'autres notes, soit dans des entretiens avec certains de ses collectionneurs dont on a la transcription. C'est-à-dire que pour lui, les conditions de sa fiction étaient presque plus intéressantes que la fiction en elle-même, et il aurait aimé tout réunir dans ce qu'il nomme son grand roman, qui est un peu une sorte d'actualisation du livre Mallarméen. Et cette idée du grand roman, c'est vraiment une constante qu'on va retrouver entre 80 et 95, mais qui va beaucoup évoluer dans la forme et dans les attentions. Et plutôt, en tout cas en 1995, ce qu'il dit, c'est que plutôt que de raconter la succession des événements dont son œuvre est constituée, il s'agit plutôt de la reproduire. Et il s'agit d'examiner les conditions d'une nouvelle sorte de fiction, parce qu'il est aussi toujours dans cette volonté d'expérimenter des concepts et de les faire évoluer. Et il avance l'hypothèse de transformer ce roman en récit qui aurait une valeur discursive plutôt que narrative, et dont la dimension romanesque finalement se déduirait d'elle-même de la description des événements. Là, on a, sans aller plus loin, on a encore une influence de ces lectures, et notamment de l'article de Roland Barthes qui portait sur l'écriture des événements après les événements de mai 68. Mais en tout cas, c'est un projet qu'il a vraiment mené et qui est inscrit en creux de toute son œuvre, qui est clairement inscrit en creux de tous les carnets. Et si le projet de grand roman n'a pas pu aboutir faute de temps, on en conserve les traces à travers les notes de Philippe Thomas qui permettent de penser que les carnets, tout en restant dans la sphère de l'intime, vont porter en eux et ont porté en eux
ce désir du devenir livre et peuvent être perçus d'une certaine manière comme des livres à venir. Et donc il faudrait aussi les repenser et les étudier dans ce cadre-là et en comparaison de cette idée de grand roman. Voilà, merci à vous.